Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. À travers le regard des intellectuels québécois et européens, nous chercherons à comprendre les grands débats qui façonnent notre époque. La semaine dernière, à Conflans-Sainte-Honorine, en France, le terrorisme islamiste a encore frappé. Un jeune Tchétchène de 18 ans, radicalisé, comme on dit, a décidé d'assassiner et de décapiter Samuel Paty, un professeur qu'il jugeait coupable de blasphème pour avoir montré en classe des caricatures de Mahomet dans un cours consacré à la liberté d'expression. La France est sous le choc. Certains diront qu'elle cherche à comprendre ce qui s'est passé, d'autres diront que 5 ans après l'attentat contre Charlie et 5 ans aussi après l'attentat contre le Bataclan, elle comprend très bien ce qui se passe, mais peine à réagir, comme si ses élites politiques étaient paralysées. Pour comprendre la situation de la France à la lumière de cet attentat, et cet attentat à la lumière de la situation de la France, je reçois Alexandre Devecchio, journaliste au Figaro. Alexandre Devecchio, bonjour. Bonjour Mathieu Bock-Côté. Alexandre Devecchio, première question. Pourriez-vous nous remettre en contexte les événements? De quelle manière la France apprend cet attentat? Nous donner les grands éléments derrière l'événement. La France apprend l'attentat via les réseaux sociaux et via les journalistes quelques heures alors qu'elle s'apprête à entrer en couvre-feu. Ça tombe un peu comme un coup près. Ce qui est frappant, c'est l'émotion qu'il y a aujourd'hui en France. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas une émotion pareil après un attentat. En réalité, il faut remettre un peu en contexte. La France a traversé une vague d'attentats très importante en 2015-2016. Ensuite, l'État islamique a été pratiquement vaincu sur le terrain, et c'est vrai qu'il y a il y avait des attentats très régulièrement en France, mais moins spectaculaires que ceux qu'on a pu connaître à Nice durant le Bataclan ou ce fameux attentat de Charlie Hebdo il y a 5 ans. Finalement, la question terrorisme était moins dans l'actualité, même si environ tous les 3 mois, on égorgeait dans ce pays, il faut le dire, au cri d'Allahu Akbar, mais c'était toujours mis sur le compte d'individus isolés, déséquilibrés. Là, c'est plus le cas. Cette rhétorique-là n'a pas été employée ni par les gouvernements ni par les médias parce que le choc était trop profond. Je crois qu'il était trop profond d'une part parce que c'est un professeur qui a été touché, un professeur qui ne faisait qu'enseigner la liberté dans sa classe, que l'attentat a été immédiatement revendiqué. Le terroriste tweet Macron, le dirigeant des infidèles, j'ai exécuté un de tes chiens de l'enfer qui a osé rabaisser le prophète Mohammed. Donc, si vous voulez, il n'y avait pas d'ambiguïté sur les causes profondes de l'attentat, et on est en plein contexte du procès de Charlie Hebdo. Tous ces éléments réunis font que cet attentat a été un choc très profond qui rappelle les attentats de Charlie Hebdo. On n'avait pas vu une telle unanimité, une telle réaction. Il y a eu une manifestation hier. Maintenant, reste à savoir si, au-delà de l'émotion, une fois l'émotion passée, est-ce que la vie va reprendre son cours, ou est-ce qu'on va tenter de répondre à ce fléau de l'islamisme qui gangrène la société française et dont le terrorisme djihadiste n'est qu'une partie immergée de l'iceberg. Alors, vous évoquez la brutalité des faits. Je crois, mais vous me corrigerez si je me trompe, que par ailleurs, pour ceux qui suivaient la situation de près dans cette ville depuis quelques semaines, il y avait une forme de montée lente de la tension, c'est-à-dire qu'il y avait eu, si j'ai bien compris, dénonciation du professeur parce qu'il avait montré ses caricatures, il y avait eu des plaintes contre lui, des discours agressifs. Pourriez-vous nous en dire un peu sur le contexte qui a entouré plus particulièrement cet attentat, c'est-à-dire l'agressivité apparemment dont était la cible Samuel Paty?
Oui, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas eu de contestation du fait que c'était bien un acte terroriste, puisque effectivement, Samuel Paty, depuis une semaine, suite au cours d'éducation civique qu'il avait fait sur la liberté d'expression, recevait des pressions. Il avait été désigné comme une cible par des parents d'élèves, dont l'un d'entre eux qui a fait une vidéo virale à une sœur qui a été djihadiste en Syrie. Bien sûr, cette vidéo virale a été reprise, utilisée par toute l'islamosphère, notamment la mosquée de Pantin. On a demandé, le CCIF, beaucoup de militants ont demandé au CCIF de porter plainte. Le CCIF, c'est le comité de lutte contre l'islamophobie en France, qui en réalité est une officine islamiste qui, sous prétexte de lutter contre le racisme, impose une forme de censure à toute critique de l'islam. Donc on a vu les réseaux islamistes habituels s'activer et avec pour la conséquence tragique qu'on connaît, là où c'est intéressant et inquiétant et en même temps où ça rejoint un certain nombre de diagnostics qui avaient été faits par d'autres, c'est qu'on n'est plus du tout dans un terrorisme qui serait projeté depuis Raqqa. Tous les attentats terroristes qui ont été commis en France ont été en réalité commis par des ressortissants français, mais souvent ils étaient commandités depuis la Syrie ou effectués par des djihadistes qui avaient effectué des séjours là-bas. Donc c'était quand même des attentats projetés de l'extérieur. Il y avait aussi le cas des attentats qui paraissaient d'individus totalement isolés passant soudainement à l'acte. Là, on voit bien qu'on est dans le cadre d'un attentat, je dirais, d'un djihadisme communautariste. On est entré dans l'ère de la terreur au quotidien et on voit bien que finalement, ce qui a nourri le passage à l'acte du terrorisme, c'est à la fois des réseaux sociaux très organisés avec des associations qui sont islamistes mais pas forcément considérées comme terroristes, à la fois également l'environnement de Conflans-Sainte-Honorine où on voit bien qu'il y a une banalisation des discours islamistes, d'un discours qui n'est pas compatible avec les mœurs françaises, les traditions françaises, la tradition de la liberté d'expression. Même après cet acte innommable, certaines réactions de parents d'élèves ont été filmées et ces parents d'élèves n'approuvent pas la décapitation du professeur, mais pensent qu'il a fait une erreur en montrant les caricatures de Mahomet. Donc on voit bien que les normes de la civilisation française ne sont pas comprises, pas intégrées par un certain nombre de citoyens dans ce qu'on appelle depuis des années les territoires perdus de la République qui ont tendance à s'étendre avec des individus islamisés ou du moins qui ne connaissent pas les codes culturels ou qui refusent plutôt les codes culturels de la société française qui sont désormais présents dans les écoles, dans les services publics, etc. Dans les comités de parents d'élèves. Donc c'est révélateur finalement d'une galaxie islamiste bien plus large finalement que les seuls les seuls djihadistes terroristes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le djihadisme terroriste n'était que la pointe immergée de l'iceberg. Alors justement, j'aimerais vous relancer sur cette question. On a eu la tentation, le Canada qui a condamné l'attentat, a condamné le terrorisme. Sans préciser de quel terrorisme il s'agissait. Le terrorisme, pourtant, à ce qu'on en sait, n'est qu'un instrument terrifiant, mais c'est un instrument au service d'une idéologie. Or là, il a condamné le terrorisme sans nommer le terrorisme islamiste. En France, on n'hésite pas à nommer le terrorisme islamiste, mais vous nous dites, l'islamisme ne se dévoile pas, ne se réduit pas au terrorisme. L'islamisme a plusieurs autres manifestations en France. Pourriez-vous nous donner d'autres exemples des manifestations de cet islamisme qu'Emmanuel Macron voulait même combattre il y a quelque temps, tout récemment, en prétendant lutter contre le séparatisme islamiste? Donc, quels sont les différents visages de l'islamisme en France?
les manifestations sont multiples avec des quartiers totalement communautarisés qu'on a appelés les Molenbeek français, où les normes de la civilisation européenne, de la société française ne sont plus respectées, où les femmes circulent en burqa, où il y a des commerces islamiques, où on vend même des burqas ou des niqabs pour des filles qui ne sont pas pubères. Donc il y a tout cela, mais il y a aussi, et c'est ce que révèle ce cas précis, la question de l'école. Dès 2004, il y avait un rapport de Jean-Pierre Robin qui expliquait très clairement qu'une partie des élèves refusait, par exemple, en France, l'enseignement de la Shoah par négationnisme. On avait certains vont même jusqu'à refuser dès l'école primaire qu'on leur raconte l'histoire des trois petits cochons parce que il y a la question du porc, il y a le refus effectivement de partager les habitudes alimentaires des autres élèves, même si à la cantine il y a des plats différenciés, mais il y a tout un tas de revendications qui font que les élèves exigent que la norme est soutenue par leurs parents, exigent que la norme islamique ou islamiste s'impose en France, et ce qui rend tout simplement l'enseignement des professeurs très difficile. C'est pas un hasard si c'est un prof d'histoire qui a été visé, puisque l'enseignement de l'histoire devient aujourd'hui très compliqué, notamment de l'histoire chrétienne de ce pays. Là, il s'agissait d'un cours d'éducation civique où il s'agissait de rappeler les principes de la liberté d'expression, et d'ailleurs le professeur avait pris la précaution de faire sortir les élèves musulmans qui pourraient être choqués par les caricatures. Alors bien sûr, Samuel Paty, à mon avis, a été un hussard de la République, et il faut souligner son courage d'avoir voulu faire court, mais là il a peut-être commis une forme d'erreur, une forme d'autocensure en demandant aux musulmans de sortir pour ne pas les heurter, puisque en France tous les citoyens sont égaux, les lois de la République s'appliquent à tous, et l'éducation doit être évidemment la même pour tout le monde. Mais cette réaction témoigne d'une forme d'autocensure, et le rapport Aubin disait notamment que 50% aujourd'hui des professeurs français préfèrent s'auto-censurer sur certains sujets plutôt que heurter la sensibilité d'élèves musulmans. Donc voilà une des manifestations de l'islamisme en France. C'est un problème très large qui va d'un islamisme militant qui refuse clairement les règles de la société française, mais à certains aussi réflexes identitaires où on ne respecte plus les lois de la République, et on ne comprend plus la culture française. Je crois qu'il faut dire clairement, je dis bien aux musulmans et pas seulement aux islamistes, que en France on peut rire de tout. Par exemple, qu'en France on ne met pas les femmes, on ne cache pas le visage des femmes, et ça c'est une question qui est tout simplement culturelle. Moi je crois que l'immense majorité des musulmans ne peuvent pas la comprendre. Peuvent la comprendre, excusez-moi, mais à travers cela se pose la question du multiculturalisme. Moi, je pense qu'il faut affirmer qu'il y a une culture française, que la France est un pays à la fois multiethnique et multiconfessionnel, mais dans le cadre des lois de la République et de la culture et des traditions françaises. Et ceux qui ne veulent pas respecter cette culture et cette tradition doivent choisir d'aller habiter dans un pays qui s'inscrit dans une autre culture. Je crois qu'il y a ce discours-là qu'il faut faire entendre, et je crois qu'il est parfaitement audible et entendu par une grande partie des musulmans français. Alors, vous avez évoqué la question de la liberté d'expression, la question de la possibilité de la caricature. En ce moment, on constate qu'ils sont nombreux
qu'ils sont nombreux à nous dire la liberté d'expression, oui, elle est fondamentale, mais doit-elle aller jusqu'au blasphème? Doit-elle aller jusqu'à heurter la sensibilité intime de certaines communautés minoritaires et ainsi de suite? Est-ce que fondamentalement la question de la liberté d'expression redevient, 5 ans après Charlie en ce moment, un des symboles marquants de l'identité française? Donc pas simplement une question désincarnée de liberté d'expression, mais la liberté d'expression comme incarnation de la culture française, de la liberté française, de la manière de vivre française, donc qui va jusqu'au droit de blasphémer, qui va jusqu'au droit de tous les blasphèmes, on pourrait-on dire, qui va jusqu'au droit de la remise en question des certitudes des uns et des autres. Est-ce que la question de la liberté d'expression va redevenir le flambeau de la défense de la France dans les prochaines semaines, selon vous? Je ne sais pas si ça va être le cas. J'ai peur qu'on ait une vision à géométrie variable et désincarnée de la liberté d'expression. Depuis cet acte barbare, certains ont appelé à ce que l'on tapisse les écoles, toutes les écoles, mais aussi toutes les institutions de la République, les bus, les métros, etc., de grandes caricatures, de caricatures qui pourraient viser le prophète Mahomet, mais qui pourraient aussi viser d'autres religions. Si on faisait cela, je pense que ce serait une manière effectivement d'affirmer notre attachement à la liberté d'expression, mais en effet de ne pas l'affirmer simplement de manière désincarnée, mais comme une part de notre identité. Je disais tout à l'heure, il faut dire clairement aux musulmans qu'en France, on peut rire de tout. Donc cette histoire de placarder des caricatures un peu comme on sortirait un drapeau me paraît intéressante. Maintenant, s'il s'agit simplement pour quelques journalistes sur les réseaux sociaux de ressortir les caricatures et de défendre Charlie Hebdo, mais ensuite de diaboliser toute critique de l'islam ou de l'islamisme, d'empêcher certains sujets tabous comme celui de l'immigration, on y reviendra peut-être, parce que de toute évidence, dans ce cas précis, mais aussi dans d'autres cas, il y a un lien entre immigration, communautarisme et islamisme. Alors oui, ça ne servira à rien de parler de liberté d'expression et de ressortir les caricatures. Maintenant, je crois qu'il y a une partie du peuple français qui soutient Charlie Hebdo, qui d'ailleurs Charlie Hebdo fait des caricatures sur toutes les religions, et qui soutient Charlie Hebdo pas seulement de manière désincarnée, mais comme un geste identitaire dans le bon sens du terme, comme un geste d'affirmation de ce qu'est notre civilisation et nos traditions. Et je crois que nous devons en être fiers, puisque nous sommes dans une civilisation, dans un pays finalement de tolérance. C'est ce que signifient les caricatures de Charlie Hebdo. C'est pas du tout une manifestation d'intolérance, c'est savoir faire preuve d'esprit critique et finalement savoir débattre avec des gens qui peuvent avoir des sensibilités radicalement différentes. Alors, vous venez de l'évoquer, la question de l'immigration, qui vous nous dites, pour certains, elle est peut-être encore tabouisée, d'autres nous disent on ne peut plus l'esquiver. Quel est le lien que l'on peut faire, que l'on doit faire entre l'islamisation d'une partie de la société française et l'immigration? Est-ce qu'il est possible dans l'espace public de proposer une réflexion sur ce lien? Ça reste un sujet controversé, tabou. Je vous disais tout à l'heure que beaucoup d'observateurs, de médias essayaient de diaboliser toute critique de l'immigration en assimilant cela à du racisme, mais je crois que nos concitoyens font un lien évident. Pour être un peu précis, il y a 15 jours avant cet attentat, il y a eu un autre attentat au couteau devant les anciens locaux de Charlie Hebdo.
la personne qui a commis cet attentat était en situation, un mineur isolé, en situation irrégulière. D'ailleurs, il n'était pas isolé, il n'était pas mineur. Il est venu par la voie des mineurs isolés, mais il était majeur. Le juge administratif avait simplement refusé qu'on fasse des tests pour prouver qu'il était majeur, et avait accepté de l'accueillir alors même que de toute évidence c'était un moyen de détourner. Il était rentré par la filière des mineurs isolés en détournant la loi. Et ce n'est pas le seul cas. Par ailleurs, il était connu de la justice. Et là, on a encore affaire, encore une fois, à un immigré tchétchène connu de la justice, sans dire bien sûr que tous les immigrés sont des terroristes, c'est absolument pas le cas. On devrait être beaucoup moins tolérant avec l'immigration irrégulière, d'une part, puisque 80% des gens qui sont déboutés du statut de réfugié restent, et on devrait être particulièrement sévère avec l'immigration, et a fortiori l'immigration en situation irrégulière qui amaille à partir avec la justice. Au nom de quoi accueillerons-nous des gens qui ne respectent pas la loi et qui pour certains sont des menaces avérées. Il commence à y avoir une prise de conscience du ministre de l'Intérieur, mais la semaine dernière, Gérald Darmanin, ce même ministre de l'Intérieur, expliquait que sur le fichier constitué par le ministère de l'Intérieur des personnes susceptibles de passer à l'acte en matière de terrorisme islamiste, il y avait 4000 personnes immigrées. Sur cette 4000 personnes immigrées, il y en avait 400 en situation régulière. Beaucoup de Français se demandent ce que font ces personnes sur le territoire. En vertu de quoi accueillons-nous des gens qui sont susceptibles de constituer une menace terroriste? Donc, sans bien sûr jeter l'opprobre sur toute l'immigration, il y a simplement des règles simples qu'il faudrait appliquer, quitte à tordre le bras des juges administratifs qui, pour des raisons purement idéologiques, refusent d'appliquer les reconduites à la frontière. Donc oui, il y a un lien direct avec l'immigration. Il y a aussi l'immigration effectivement très récente, puisque dans les deux cas que je viens de citer, les auteurs étaient d'immigration plutôt récente, mais il y a aussi un problème d'intégration lié à une immigration qui a été concentrée ou qui s'est concentrée dans les mêmes quartiers et qui du coup n'a pas été en capacité de s'intégrer à la société française, de s'adapter aux mœurs, d'intégrer la culture française. Et on a des quartiers qu'on appelle les territoires perdus de la République, ou même pour certains les territoires conquis de l'islamisme, qui font sécession et qui sont ouvertement en guerre culturelle, parfois en guerre en termes de délinquance ou de terrorisme, avec les valeurs de la société française et les lois de la République. Donc il y a cette question très importante: comment fait-on pour détruire en quelque sorte ces enclaves communautaires qui sont en train de devenir des États à l'intérieur de l'État. L'une des premières mesures de bon sens est sans doute de réguler les flux migratoires, puisque même dans ces enclaves, il y a un certain nombre de personnes qui arrivent bien sûr à s'intégrer, mais souvent celles-ci quittent ces enclaves. Et quand on rajoute de l'immigration sur des territoires qui sont déjà ghettoisés, si vous voulez, c'est le tonneau des Danaïdes. Et on n'arrive pas à régler ce problème de ghettoisation. Donc il faut, l'une des mesures les plus importantes, est de commencer à réguler les flux pour empêcher la concentration de populations immigrées sur ces territoires. Alors, je reviendrai un instant sur la question du diagnostic et de la liberté d'expression. Alors, on nous dit ces jours-ci, la liberté d'expression, c'est fondamental en France, c'est essentiel, c'est un trait inscrit dans la culture française. Or, et ça je le dis avec une distance nord-américaine peut-être, la France est aussi un pays où se pratiquent à répétition des procès politiques et idéologiques
pour des propos qui sont associés soit à l'appel à la haine, entre guillemets, à la discrimination, entre guillemets, devant la fameuse 17e chambre, si je ne me trompe pas. Donc, très souvent, on a c'est un pays qui a pensé à utiliser la loi Avia pour transformer en propos haineux la critique de l'islamisme ou de l'islam. Alors, est-ce que la France n'a pas un rapport paradoxal à la liberté d'expression? C'est-à-dire qu'elle y tient, culturellement, elle y tient plus que tout, mais au même moment, il y a un dispositif juridique en fait, un dispositif qui pénalise, en fait, l'expression de cette liberté d'expression lorsqu'elle va à l'encontre de lois de plus en plus rigides, de plus en plus serrées, qui empêchent quelquefois de nommer certaines réalités. Oui, en réalité, depuis les années 80, on a un certain nombre de lois antiracistes qui ont été mis en place concernant telle ou telle communauté, qui à mon avis encouragent à la concurrence victimaire. Et cet antiracisme juridique et institutionnel est devenu une rente pour certains acteurs du monde associatif qui vivent tout simplement des procès et qui du coup instrumentalise la question du racisme pour exister politiquement, pour détruire leurs adversaires idéologiques, en exerçant une censure, en les tuant socialement, puisqu'une condamnation pour racisme équivaut très souvent professionnellement à une mort professionnelle ou sociale, instrumentalise des communautés en nourrissant un discours totalement victimaire, qui à mon avis est aussi le terreau justement de la désintégration et donc on est confronté effectivement à cet antiracisme qui a fait finalement qui a nourri la détestation de la France chez un certain nombre de nos concitoyens. Il y a sans doute des différences entre certaines associations antiracistes, certaines se revendiquent d'un certain universalisme, tandis que d'autres défendent telle ou telle communauté, mais on a vraiment l'impression que cette question-là est instrumentalisée par l'antiracisme, encore plus ces dernières années avec je vous parlais tout à l'heure du CCIF qui est censé lutter spécifiquement contre l'islamophobie et voilà, qui a une organisation infiltrée très clairement par les frères musulmans et qui pratique une forme de djihad judiciaire. D'ailleurs, la plupart des gens qui sont accusés par le CCIF sont tout de même acquittés par les tribunaux français. Il y a eu notamment le philosophe Pascal Bruckner, l'historien Georges Bensoussan, qui avait été l'un des premiers à dire qu'il y avait un problème avec l'islamisme à l'école, à dénoncer l'antisémitisme dans les territoires perdus de la République. Et donc, pour le faire taire, cette association, le CCIF, qui a été suivie par d'autres associations plus universalistes comme SOS Racisme, qui a été suivie également paradoxalement par la LICRA qui se charge de lutter contre l'antisémitisme. Et bien voilà, cet historien a été mis en accusation par le CCIF, suivi par d'autres associations antiracistes, tout simplement pour le faire taire et l'empêcher de faire le bon diagnostic. Donc là, on a vu des antiracistes qui faisaient vraiment le jeu des islamistes, qui empêchaient toute critique de l'islam, mais aussi toute critique de l'islamisme. Donc il va falloir sans doute mettre fin à cet antiracisme juridique et institutionnel. Ils ont tout de même perdu beaucoup de crédit ces dernières années. On a vu là effectivement une manifestation place de la République suite à l'assassinat de Samuel Paty, mais on a vu que d'authentiques des gens qui combattent depuis des années l'islamisme radical refusaient désormais de se joindre à ces associations antiracistes
qui ont parfois qui ont défilé il y a quelque temps lors d'une marche contre l'islamophobie avec des associations communautaristes. On a crié à Allah Akbar lors de ces manifestations-là. Il y avait des associations antiracistes, il y avait certains partis politiques de gauche, je pense notamment à la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon. Et c'est vrai qu'on les a retrouvés là pour protester contre le meurtre de Samuel Paty. Donc ils protestent finalement contre quelque chose qu'ils ont nourri. Mais ce qui est intéressant, c'est que beaucoup dans le spectre politique, à gauche comme à droite, ont désormais refusé de manifester à leur côté. Alors, voyons la suite des choses. Les Français, je le devine, sont abattus en ce moment, sont révoltés, sont effrayés. Ou le sont-ils, en fait? Quel est l'état d'esprit? Vous parliez tantôt d'une grande émotion. Quel est l'état d'esprit dominant en France en ce moment par rapport à cet attentat? Est-ce que c'est l'attentat de trop, l'attentat qui obligera les autorités à réagir? Est-ce que l'appel est qu'on est encore dans une réaction, sortons les bougies et les peluches, ou est-ce qu'on dit que le temps est venu de passer à autre chose que la réponse Instagram? On n'est plus dans le temps des bougies et des peluches, très clairement. Ce qu'on a vu, pour le coup, sur Instagram, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les familles, dans les cafés, quand ils sont encore ouverts la journée, c'est surtout de la colère, y compris dans certains médias. Et d'ailleurs, le gouvernement n'a pas pu jouer uniquement sur le registre compassionnel. On a vu effectivement assez vite des mesures qui sont intéressantes. Gérald Darmanin a dit qu'il allait expulser, justement, je vous parlais tout à l'heure de ces personnes fichées qui sont pourtant issues de l'immigration, voire en situation irrégulière. Il a annoncé qu'il allait en expulser un certain nombre. On va voir s'il peut, s'il a la force de se heurter à l'administration et à la justice. Il y a un combat qui va s'engager et à mon avis qui doit être mené sur la durée. Il a annoncé la dissolution du CCIF dont je parlais tout à l'heure. Donc on voit bien que ce qui était encore considéré, y compris par des partis républicains, comme une banale association antiracisme est désormais considéré comme un organe finalement de propagande islamiste. Donc là, on a quand même évolué. Reste à savoir si la réaction de colère va durer quelques jours ou si tout ce travail de résistance va s'inscrire dans la durée. Et là, je suis un peu plus sceptique. Cet attentat pose vraiment un problème direct très important. Je disais tout à l'heure qu'on entrait dans l'ère de la terreur islamiste au quotidien. Jusqu'ici, les terroristes visaient souvent des cibles symboliques très fortes comme Charlie Hebdo, ou à la limite, à l'inverse, j'ai envie de dire, même si c'est mais si c'est dramatique, mais tirer un peu dans le tas comme ils l'ont fait au Bataclan. Là, en visant l'école, le risque très clair est que les professeurs qui ont déjà tendance à s'auto-censurer, je l'ai dit tout à l'heure, il y a ce fameux rapport Aubin, mais on a aussi vu que quand le professeur a fait ce cours d'éducation civique et qu'il a été attaqué, il n'y a pas eu de soutien public très fort de l'administration de l'éducation nationale, ni même des collègues. Certains ont jugé qu'il avait commis une faute. Donc voilà, le risque aujourd'hui est qu'il y ait un recul de toute la société, notamment des professeurs qui sont en première ligne et qui désormais savent que leur vie est directement menacée. C'est pour ça que je crois que vraiment la réaction doit être durable et que moi j'étais favorable à cette proposition de placarder des affiches un peu partout, ne serait-ce que pour des raisons presque sécuritaires, puisque s'il y a des millions de Français qui affirment clairement qu'ils sont par principe favorables à ces caricatures et qu'ils ne céderont pas sur la liberté d'expression, eh bien les terroristes ne pourront pas s'en prendre à des millions de personnes. Et on n'aura plus des cibles isolées qui défendent les caricaturistes, mais on aura le bloc d'une société française qui fait corps. C'est pour ça que je trouvais la proposition intéressante. Il me semble qu'elle n'a pas été reprise par les pouvoirs publics, du moins pour le moment.
Alors, on arrive à la question de la réaction, bien évidemment. Vous le dites, on n'est plus au temps de la réaction des bougies et des peluches. On en appelle une réaction politique ferme. Est-ce que... une question en deux temps. Croyez-vous que la classe politique sera à la hauteur? Est-ce qu'elle peut encore une fois dire faut pas faire le jeu de l'extrême droite, du Rassemblement national, de je ne sais qui, pour justifier un manque d'action? Et si la classe politique décidait de réagir à la hauteur de l'événement, quelles seraient selon vous les grandes mesures ou d'autres grandes mesures nécessaires pour commencer à déconstruire en fait les citadelles de l'islamisme? Comment mener cette guerre contre l'islamisme finalement? Je pense qu'il va être très difficile de continuer à diaboliser toute critique de l'islamisme, qu'il va être très difficile de continuer sur un registre purement compassionnel. On l'a vu là dans les réactions politiques, il y a une certaine unanimité et le gouvernement a décidé de prendre des actes. Le gouvernement avait d'ailleurs anticipé finalement d'une certaine manière ces attentats puisqu'il y avait le discours, vous en avez parlé au début, du séparatisme contre le séparatisme islamiste d'Emmanuel Macron avec déjà un certain nombre de choses dans la loi. Et là, ce qui se dit, c'est que cette loi serait considérablement renforcée. Il y a des pays qui ont réussi. Hein. Je pense notamment à l'exemple du Danemark, où on voit où les sociodémocrates expliquent que désormais le ticket d'entrée pour le Danemark doit être très cher. Et donc ils ont ciblé, ils ont fait de la question migratoire l'enjeu principal de leur politique. Ça fait consensus à droite comme à gauche. Et je pense que la question aujourd'hui c'est le tabou de l'immigration doit tomber. Ça sert à rien d'aller seulement sur la question identitaire ou de l'islam politique si on ne traite pas en parallèle la question de l'immigration. Là, le ministre de l'Intérieur, je l'ai dit, l'a compris parce qu'il veut prendre des mesures d'expulsion, mais je crois que les mesures d'expulsion doivent être plus larges, doivent concerner tous les prêcheurs qui ont un discours en contradiction avec les valeurs de la France, doit concerner également les associations islamistes. Il faut aller beaucoup plus fort là-dessus. Il faut sans doute taper au portefeuille, mais surtout il faut un changement d'état d'esprit. Je disais tout à l'heure que par exemple la question de la liberté d'expression, vous l'avez très bien dit, ne devait pas simplement être une question désincarnée. Il faut aussi que du bas au sommet de l'État, les gens affirment qu'ils sont fiers d'appartenir à une société libre comme la société française et qu'ils sont fiers d'appartenir à une civilisation qui n'est pas européenne, qui n'est pas simplement responsable des heures les plus sombres de l'histoire, mais qui a été aussi la première à abolir l'esclavage, à défendre une vision de l'homme émancipé. Je crois que ça doit être affirmé avec beaucoup plus de force, puisque la question est aussi de comment convaincre les musulmans qui ne sont pas encore tombés dans le terrorisme, bien sûr, mais certains d'entre eux pourraient être séduits par un discours séparatiste, de refus d'intégration à la France. Comment les convaincre finalement de s'intégrer à la France? Je crois qu'on n'y arrivera pas par un discours compassionnel ou par des accommodements raisonnables, mais par un discours de réaffirmation fort et clair du fait qu'on est une civilisation qui a des motifs de fierté. D'ailleurs, je crois que s'il y a autant d'immigration en France, c'est aussi pour ça. C'est que la France fait rêver, est une terre de liberté, elle doit l'assumer. Alors, sur cet appel au patriotisme, à la fierté, à la liberté, Alexandre Devecchio, je vous remercie pour votre passage aux Idées mènent le monde et bon courage dans les semaines prochaines avec les événements qui ont frappé. Merci. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire circuler les idées. Aussi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permettra de faire connaître la série à un plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute.
Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Vous pouvez également m'écouter chaque semaine à la Joute et sur Cube Radio, tous les jours à 10h, à l'émission de Richard Martineau. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.